Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à ces rencontres mutuelles 2021 qui réunissent la région Centre-Val de Loire et la zone océan Indien sous un format original, à distance, en direct des studios de l'Université de Tours, pour une table ronde autour des perturbateurs endocriniens. Je suis Audrey Vicentini, stagiaire chargée de projet prévention et promotion de la santé à la MGEN d'Indre-et-Loire dans le cadre de mon Master 2 Santé publique. Et je suis ravie d'animer les échanges de cet après-midi. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat. Nous prendrons un temps pour y répondre en direct. Pour débuter, je passe la parole à M. Savignac, vice-président du groupe MGEN. Merci Audrey. Bonsoir à toutes et tous. Quelques mots simplement en introduction de la rencontre de ce jour. Pour resituer ce que sont des rencontres mutuelles à la MGEN, régulièrement, la MGEN sur les territoires, la région Centre-Val de Loire en l'occurrence, s'organise pour aller à la rencontre de ses adhérents, plus largement de celles et ceux qui s'intéressent à des sujets autour de la santé, et aujourd'hui des étudiants et des étudiantes qui participent nombreuses et nombreux à cette rencontre. Alors aujourd'hui, sans déflorer la nature du sujet, même si vous l'avez introduit, autour des perturbateurs endocriniens, pour nous, c'est un sujet de santé publique qui se situe à la fois entre un principe de précaution et un principe de protection. Et quand on est une mutuelle santé, on ne se contente pas de rembourser des actes médicaux, on ne se contente pas d'être un simple assureur. On a aussi une vision plus holistique de la santé, finalement un regard sur le bien-être ou le mieux-vivre qui dépasse les simples questions de santé et les questions de qualité de vie environnementale, on en a la conviction, sont un déterminant de santé essentiel. Et donc d'aujourd'hui, pouvoir promouvoir un débat autour de cette question de santé publique, c'est quelque chose qui nous anime énormément parce qu'on pense qu'il y a des enjeux pour les générations à venir cruciaux quant à ces questions d'anticipation autour de la qualité de vie environnementale. Et quand on est une mutuelle aussi, on travaille à des aspects autour de la prévention, justement pour anticiper et éviter l'occurrence de ces risques. Et on se dit que l'on doit aussi travailler, étant nous-mêmes offreurs de soins à travers des établissements sanitaires et médico-sociaux, on doit inscrire dans nos pratiques des actes et des manières de faire qui justement tiennent compte des risques potentiels portés par ces problématiques autour des polluants environnementaux. Donc je suis ravi moi aujourd'hui d'accueillir ce panel qui va, je l'espère, j'en doute pas, permettre à toutes les participants et les participantes de à la fois s'aguerrir sur ces questions-là, mais aussi de poser toutes les questions qui leur sembleraient utiles quant à l'appropriation autour de ce sujet. Donc excellent débat à toutes et tous et encore merci de votre participation. Merci. Nous allons poursuivre par la présentation respective de chacun de nos invités qui nous font le plaisir d'être présents sur le plateau aujourd'hui. Donc, bonjour Audrey, donc, moi je suis Pascal Vaudin, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Tours et j'exerce mes activités de recherche à l'INRA, donc sur la thématique perturbateurs endocriniens. Bonjour, donc, je suis Alix Verbe, je suis conseillère régionale, j'ai la délégation prévention, santé, environnement et autres, le travail et le suivi que j'ai fait au sein des lycées. J'ai eu la chance de suivre l'étude sur les perturbateurs endocriniens qu'on a lancée à l'échelle de la région Centre-Val de Loire. Et voilà, c'est un des sujets que j'aborderai aujourd'hui. Bonjour, professeur Hérault, je suis chef de service au CHU de Tours en hématologie biologique et j'anime une équipe de recherche CNRS et Université de Tours sur les mécanismes moléculaires de l'environnement des cellules de la moelle osseuse qui gouvernent l'apparition de cellules leucémiques et on est très sensibilisé dans nos recherches aux problématiques en particulier des pesticides et du risque de leucémie induit par les pesticides. Merci. Je vous propose de commencer par la question qui nous réunit aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien et où peut-on en trouver? Je vais passer la parole à M. Vaudin. Merci Audrey. Donc effectivement, les perturbateurs endocriniens, vous en avez sûrement entendu parler dans les médias, écrits ou parlé, sans forcément savoir vraiment ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. On ne vous explique pas forcément ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Et donc là, je vais vous présenter une petite vidéo pour que ça soit bien clair pour vous, pour justement que vous puissiez appréhender comme il faut cette thématique des perturbateurs endocriniens. Donc je vais vous diffuser une petite vidéo
qui a été réalisé par mes étudiants de master. Donc je leur ai donné un projet, justement de sensibiliser le grand public aux perturbateurs endocriniens en animant des réseaux sociaux. Et donc avec l'aide de Véronique Gislin, donc, qui est notre graphiste et qui compose ces vidéos. Donc je vais vous illustrer un petit peu tout ça. Donc je vais commencer par vous expliquer ce qu'est l'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est un principe bien connu en physiologie. C'est le fait que l'organisme régule tous ses paramètres physiologiques et qui doivent rester le plus stables, que ce soit la pression artérielle, la température corporelle, la glycémie ou l'hydratation. Donc quand ces paramètres sont optimaux, eh bien, on dit qu'on est en homéostasie, c'est-à-dire que l'organisme fonctionne de manière optimale. Selon l'environnement, ces paramètres peuvent bouger et peuvent sortir et aller en zone rouge. Et là, l'organisme va réguler, va mettre tout un tas de mécanismes pour que ces paramètres puissent revenir à la normale. Donc en effet, l'organisme est capable de réagir à son environnement parce qu'il comporte à la fois des systèmes de mesure de cet environnement, des systèmes de communication et des moyens d'action pour que ces paramètres puissent revenir à la normale. Et le système hormonal est l'acteur central de cette homéostasie. Donc ce système hormonal comprend 9 glandes endocrines, l'ovaire, les testicules, la thyroïde, le pancréas, les glandes surrénales, le thymus qui régresse à l'âge adulte, mais aussi au niveau du cerveau, la glande pinéale, l'hypothalamus et l'hypophyse. Ce système endocrine va produire des hormones qu'on appelle aussi des molécules endocrines. Alors les hormones, comment ça fonctionne? Eh bien, on pourrait apparenter ces hormones à du courrier postal qui serait envoyé par un expéditeur, c'est-à-dire la glande endocrine, et qui serait réceptionné par le destinataire, l'organe cible de ces hormones. Donc si on prend l'exemple de l'insuline, une hormone que vous connaissez tous, hein, qui régule la glycémie ou ce qu'on appelle aussi le taux de sucre dans le sang. Ce taux de sucre dans le sang est aux alentours, de manière optimale, à 0,9 g par litre. Et à chaque prise alimentaire, que ce soit ce que vous mangez ou ce que vous buvez, eh bien, ça va changer le taux de sucre dans le sang et le pancréas va percevoir ce signal, il va intégrer ce signal. Quand le pancréas s'aperçoit que la glycémie a augmenté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir en produisant l'hormone et en libérant l'hormone l'insuline, en passant dans le sang, et va, par le biais du sang, va instruire, va renseigner les organes cibles, que sont le foie et les muscles. Et que vont faire ces organes? Eh bien, ils vont pomper le sucre qu'il y a dans le sang et ainsi rétablir le paramètre glycémique normal à 0,9 g par litre. Pardon. Et donc, l'effet physiologique est redevenu à la normale et donc on revient à l'homéostasie. Donc, l'équilibre hormonal est donc central pour que l'organisme fonctionne de manière optimale. Un déséquilibre trop important de ce système hormonal peut conduire à des désordres chroniques, voire même à des pathologies. Et on sait que, et c'est là qu'interviennent donc justement les perturbateurs endocriniens. Donc maintenant que je vous ai expliqué un petit peu quelques bases de la physiologie et comment fonctionne le système endocrinien, donc maintenant comment les perturbateurs endocriniens agissent de manière négative, généralement c'est de manière négative sur l'organisme. Eh bien, ce sont principalement qu'une catégorie des hormones qui va vraiment être sensible aux perturbateurs endocriniens. Donc, ce sont les hormones, la thyroxine, les cortisols, l'œstradiol et aussi la testostérone. Pourquoi? Eh bien, l'activité humaine génère tout un tas de produits chimiques qui constituent notre quotidien. Et si on regarde la constitution physico-chimique de ces molécules et si on les compare à nos hormones naturelles, eh bien, on s'aperçoit que ces molécules chimiques ressemblent très fortement à nos hormones naturelles. Elles ressemblent tellement à nos hormones naturelles que si ces produits chimiques rentrent dans le corps par le biais, soit par ingestion, soit par contact, ou soit par inhalation, eh bien, ces molécules chimiques vont interagir et vont perturber nos hormones naturelles, et c'est ainsi que va se manifester la perturbation endocrinienne. Alors, on a dit tout à l'heure que les hormones étaient un peu le messager, et c'était central. Donc, comment vont agir les perturbateurs endocriniens? Ils peuvent remplacer les hormones naturelles, ils peuvent moduler le message des hormones naturelles en le parasitant,
Et les perturbateurs endocriniens peuvent aussi perturber la biologie complète des hormones naturelles, soit leur production, leur transport ou leur élimination. Et donc c'est ça l'effet perturbateur endocrinien. L'effet perturbateur endocrinien, ce sont des molécules chimiques qui rentrent dans le corps, qui vont remplacer nos hormones naturelles et ainsi perturber tout l'organisme. Et ainsi on peut avoir des défauts donc, au niveau de la fertilité, du métabolisme, de la croissance, du comportement, de l'immunité et du développement. Donc ça a été démontré très largement chez des animaux modèles. Et maintenant, toute la question est de savoir, chez l'homme, qu'est-ce qui se passe. Il y a quand même des études qui montrent qu'effectivement, il y a des effets assez dramatiques chez l'homme. Alors, où peut-on trouver ces perturbateurs endocriniens? Eh bien, les sources sont multiples. Hein. Généralement, c'est dans les produits du quotidien. Donc, voilà, dans les tissus unifugés, dans les éponges, dans les emballages plastiques alimentaires, dans les revêtements adhésifs, dans tout ce qui est plastique. On reviendra tout à l'heure dessus de manière un peu plus précise. Donc, il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont beaucoup plus exposés que d'autres, notamment des secteurs professionnels, comme le secteur agricole, qui est très fortement exposé aux insecticides, aux herbicides, donc aux pesticides en général. Le secteur médical aussi, donc il y a beaucoup de médicaments qui sont mis au point pour être des perturbateurs endocriniens. Le problème, il est ailleurs, et également aussi la pilule contraceptive, peut-être quelque chose qu'on pourra revenir tout à l'heure en détail. Et aussi dans les produits d'hygiène et dans les produits corporels, cosmétiques, donc du quotidien. Donc ces perturbateurs endocriniens, on les trouve à la fois à l'intérieur dans nos maisons, mais aussi à l'extérieur, y compris dans l'atmosphère. Il y a certaines périodes donc de la vie où on est plus sensible. Donc dans la période fœtale, dans la période, à l'apparition de la puberté, on est assez sensible aux perturbateurs endocriniens. Et voilà, je terminerai pour la petite vidéo. Maintenant, je vais passer à un petit diaporama pour essayer de compléter un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les perturbateurs endocriniens, on les retrouvait dans notre quotidien. On peut même aller jusqu'à dire que les perturbateurs endocriniens sont carrément notre environnement. Effectivement, les sources sont multiples. Hein. On l'a vu un petit peu, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Hein. Tous les produits chimiques industriels et du quotidien, que ce soit les plastifiants, les conservateurs alimentaires, mais aussi dans les cosmétiques, les retardateurs de flamme que vous pouvez trouver dans tous les tissus, y compris dans vos vêtements, les détergents. Les phytosanitaires, on viendra tout à l'heure là-dessus, donc Olivier en parlera, les pesticides, y compris à usage domestique, voire même surtout à usage domestique, parce qu'on les utilise peut-être à des doses beaucoup plus importantes qu'à usage agricole, donc que ce soit dans le jardinage, mais aussi les antiparasitaires vétérinaires. C'est pareil, c'est une grosse source de perturbateurs endocriniens, notamment le fipronil, et les molécules pharmaceutiques qui pourvoient quand même pas mal de molécules à effet perturbateur endocrinien. Le problème, c'est que ces molécules, à un moment ou à un autre, il y a un transfert vers l'environnement. Et notamment, l'hydrosphère est largement contaminée. Ce qu'on appelle l'hydrosphère, c'est les eaux de rivière, les eaux souterraines, y compris l'eau à consommation humaine. Pourquoi? Eh bien, par exemple, lorsqu'on a une petite entorse, on va se mettre un petit peu de crème anti-inflammatoire qui contient des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et lorsqu'on va se rincer à la douche, eh bien, tout ça part dans les eaux usées. Les éliminations, tout ce qui est notamment les médicaments qui ne sont pas forcément tous métabolisés par le corps humain, qui sont éliminés par les urines, l'épandage de pesticides, le ruissellement, tout ça, en plus d'une efficacité assez partielle des stations d'épuration, font que tous ces produits se retrouvent dans les eaux de surface, dans les nappes phréatiques et dans l'eau de boisson. Forcément, donc, la faune sauvage est impactée puisqu'elle vit, notamment la faune sauvage aquatique, puisqu'elle vit notamment dans les eaux de surface. Et il est décrit dans la littérature scientifique que la totalité de la chaîne alimentaire est contaminée par les perturbateurs endocriniens.
L'eau est contaminée, mais on sait aussi, c'est documenté, qu'il y a un transfert vers les sédiments, les sols et aussi les plantes. Donc il y a certaines plantes, hein, c'est connu, c'est documenté. Selon le perturbateur endocrinien, selon les plantes, eh bien, on a un transfert soit plus vers les feuilles ou les racines. Comment est-on exposé d'un point de vue au niveau d'exposition humaine? Eh bien, on a abordé ça tout à l'heure, hein, soit par contact ou ingestion, soit par l'alimentation, hein, donc un contact direct ou indirect, hein, par transfert de notamment l'alimentation, qu'elle soit contaminée de manière directe ou indirecte, indirect par le transfert de matières plastifiantes, notamment d'emballage. Les cosmétiques, donc ça c'est par contact, les crèmes anti-inflammatoires on l'a vu, mais aussi tout ce qui est manipulation de perturbateurs endocriniens, de pesticides notamment. On peut aussi être contaminé, exposé par inhalation, en respirant des molécules volatiles. On parlait de retardants de flamme tout à l'heure, donc ce sont des molécules volatiles qui se retrouvent dans les poussières, qui sont contenues notamment dans les aérosols. Et on est exposé à la fois dans un contexte domestique, mais aussi professionnel, donc c'est-à-dire que l'exposition est quand même assez généralisée. Alors, est-ce que cette contamination est mesurable d'un point de vue humain? Alors, effectivement, il y a plusieurs études scientifiques qui rapportent donc des dosages de perturbateurs endocriniens, que ce soit dans l'urine, en plasma sanguin, dans le lait maternel et même dans le liquide folliculaire. Donc, c'est pour dire à quel point on est exposé. Tout ce qui est organes de cerveau, donc le cerveau est aussi exposé, ça s'était documenté en utilisant des animaux modèles dans le tissu adipeux. Donc c'est une bonne source de stockage de ces molécules à effet perturbateur endocrinien, puisque généralement ce sont des molécules qu'on appelle hydrophobes, donc c'est-à-dire qui sont miscibles dans la matière grasse. Il a été documenté aussi que le liquide amniotique, on pouvait doser des perturbateurs endocriniens dans le liquide amniotique, dans le liquide célomique, c'est-à-dire embryonnaire. Donc, ce qui montre que le placenta n'est absolument pas une barrière à ce type de molécules. Et donc, il a été aussi mesuré des perturbateurs endocriniens dans les organes fétaux et notamment dans les organes reproducteurs de ces organes fétaux, pour certaines molécules. Il a même été dosé des perturbateurs endocriniens dans le méconium, c'est-à-dire dans le premier caca des nourrissons. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point, pas forcément sans le savoir, on est forcément contaminé aux perturbateurs endocriniens. Après, toute la question, c'est quel va être l'effet de ces perturbateurs endocriniens? Est-ce que c'est connu, documenté? Et donc, voilà, ça va être un peu, je pense, la suite au moins pour une partie, la suite de cette intervention. Merci beaucoup. Peut-être, Laura, si on a des premières questions de participants? Alors, on a effectivement une question qui a peut-être été plus ou moins répondue. On a Véronique qui nous demande comment est-ce que l'on sait que l'on est contaminé? Alors ça, c'est à moins de faire un prélèvement et de l'envoyer à un organisme qui sait faire du dosage, parce que c'est pas facile de faire du dosage, parce que ce sont les doses sont relativement très faibles, et ce sont des molécules qui sont très très petites, donc pas très très faciles à doser, et qui réclament une technicité assez pointue, donc avec des appareils assez coûteux et qui ne sont pas forcément disponibles. On ne peut pas aller dans le laboratoire médical du coin pour doser. Alors on peut faire il y a des campagnes qui de temps en temps qui existent. Je sais qu'il y a des associations, vous pouvez passer par des associations. Il y a une association qui s'appelle les pisseurs de glyphosate, qui vous leur donnez votre urine et puis ils vont se charger de doser notamment le taux de glyphosate que vous avez dans les urines. Vous pouvez aussi doser dans les cheveux, dans toutes sortes et puis dans toutes sortes de liquides. Mais bon, c'est pas d'un point de vue personnel, si vous voulez faire une démarche personnelle, c'est extrêmement compliqué de faire ça. Moi, je voudrais ajouter, merci Pascal pour ta présentation que je trouve très claire. Et je voudrais, concernant la question, c'est de Pascal ou d'Audrey, je ne me souviens plus de la question, mais peu importe. La question concernant est-ce qu'on sait qu'on est contaminé, je ne suis pas sûr que ce soit obligatoirement la question la plus pertinente. Je pense qu'il faut considérer qu'on est exposé. Et qu'on est exposé de par notre vie quotidienne, par tout notre environnement quotidien, familial, professionnel, et que
plutôt que de s'inquiéter, est-ce que j'ai été contaminé? Moi, je pense que la bonne question pour la société, c'est de se dire comment je limite mon exposition. Et on y reviendra, mais il y a un certain nombre de principes assez simples qui permettent en tout cas d'avoir une vie un petit peu avec une limitation de l'exposition à ces perturbateurs endocriniens. Et je pense que on est dans la prévention. Et c'est là où on ne peut pas agir sur l'existant en termes de polluants. Je pense qu'il faut beaucoup insister sur la prévention individuelle. Voilà. Mais on pourra détailler des quelques mesures simples tout à l'heure au cours du débat. Laura, est-ce qu'on a d'autres questions peut-être? Oui, alors je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées. Alors sans vouloir répondre avant que ça n'intervienne sur le plateau, n'hésitez pas à me dire si c'est aussi la suite de vos propos. On a plusieurs questions concernant les conséquences des contaminations, ou encore est-ce qu'il y a une hiérarchie dans ces perturbateurs? Voilà, quels sont les lieux ou les pratiques à éviter? Voilà, un petit peu les questions qui reviennent. Alors on peut peut-être commencer par la hiérarchie. La hiérarchie, donc c'est vrai qu'il y a des catégories de perturbateurs endocriniens qui ont des conséquences qui ont été documentées relativement assez dramatiques, d'autres moins, enfin si tant est qu'on peut donner une hiérarchie. C'est vrai que notamment certains produits médicamenteux, certains médicaments qui ont été documentés comme étant des perturbateurs endocriniens, notamment le diéthylstilbestrol ou distilbène. Donc c'était un médicament qui était prescrit, enfin qui ne l'est plus, hein, qui est interdit, qui était prescrit, parce que c'était un anti-abortif, donc qui était prescrit pour les femmes enceintes. Hein. Enfin, le problème, c'est que ce diéthylstilbestrol impacte directement le développement des organes urogénitaux, à la fois des petites filles et des petits garçons qui sont en développement. Et donc chez les petites filles, ça peut provoquer donc notamment des cancers, des malformations de l'utérus. Le problème, c'est que ça impacte la génération qui a été directement exposée in utero, mais aussi la génération plus 1 et plus 2. Alors que l'exposition n'existe plus. Donc ça, c'est une grosse difficulté, c'est une des difficultés de travailler sur les perturbateurs endocriniens, notamment d'évaluer leurs effets. C'est-à-dire, c'est le moment où on est exposé et le moment où les effets se manifestent. Il peut se passer plusieurs années, donc ce qui est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on n'aborde pas le problème des perturbateurs endocriniens comme des toxiques classiques. Ou un toxique classique, on ingère le toxique, on a les symptômes très peu de temps après. Et plus on prend de toxiques, plus la dose est forte, plus les symptômes sont forts. Alors que les perturbateurs endocriniens, c'est complètement différent. Ce n'est pas une question de dose. On peut très bien, les effets peuvent être très drastiques à très très faible dose et des effets beaucoup plus faibles à forte dose. C'est des choses encore qu'on ne comprend pas trop. Ce qui est certain, c'est qu'on sait que le moment où on est exposé et le moment où se manifestent les effets, eh bien, peut être très long, plusieurs années. Ce qui est très difficile du coup de définir des relations de cause à effet entre l'exposition et l'effet, puisqu'il peut se passer plusieurs années. Donc c'est très difficile de faire le lien. Donc maintenant on sait, hein, on sait que ça existe. Donc voilà, donc ce médicament, donc c'est vrai que ça peut avoir des effets assez drastiques. Hein. Donc on a aussi donc les pesticides. Donc ça, Olivier pourra revenir dessus. Hein. Il y a des maladies professionnelles maintenant qui sont reconnues comme étant suite à une exposition à des pesticides. Notamment le Parkinson au Québec, hein, c'est reconnu. Le Parkinson est reconnu comme maladie professionnelle. On suspecte aussi fortement aussi l'Alzheimer comme l'origine de l'Alzheimer. Une des origines de l'Alzheimer peut être environnementale, et donc due à une exposition à certains perturbateurs endocriniens. Après, pour la hiérarchie, donc voilà, ça peut très bien être une malformation sur plusieurs générations. Ça peut avoir un impact sur l'apparition des maladies neurodégénératives. Généralement, ça se passe aussi au niveau de la fonction de reproduction, parce que les hormones, les hormones testostérone, œstradiol, elles sont fortement sensibles justement à ces perturbateurs endocriniens. Donc tout ce qui touche à leur production peut être perturbé. Certains comportements aussi, notamment comportements de reproduction, qui
peuvent être modifiés par une exposition aux perturbateurs endocriniens. Voilà. Alors je ne sais pas si Olivier, tu voulais rajouter. Je peux me permettre de répondre aussi. Moi, je vois globalement, pour le grand public, on va dire trois grands types de sujets. Il y a les perturbateurs endocriniens de notre vie quotidienne, qui sont dans tous les produits, les aérosols, les crèmes, etc., etc. Là, on y est exposé par notre vie quotidienne. On n'a pas le choix, ou alors par des mesures préventives sur lesquelles on reviendra. Cela, on a une maîtrise très limitée. Il y a le deuxième qui sont des médicaments. Alors, il n'y a pas que des médicaments qui vont modifier de façon délétère le métabolisme. Il y a des médicaments qu'on choisit pour perturber aussi les voies endocrines. Et donc, automatiquement, les contraceptifs oraux, estroprogestatifs, les traitements hormonaux de la ménopause sont connus comme des perturbateurs endocriniens qui vont avoir des effets intéressants sur le plan médical, c'est pour ça qu'on les prescrit, mais qui vont exposer par exemple une augmentation du risque de cancer. En reprenant une étude là, qui est publiée sur le site de l'INCa, on voit qu'en 2015, on a eu 600 cancers du sein et cancers du col qui étaient en lien avec la prise de contraceptifs oraux de type estrogène. Alors avec toujours la notion de... Il faut relativiser, parce qu'en même temps qu'il y a eu cette augmentation du risque de cancer du sein et du col, eh bien, il y a eu un effet protecteur qui a évité 2500 cancers d'autres types, comme les cancers de l'endomètre et les cancers de l'ovaire. Donc vous voyez, c'est une balance qui à chaque fois nécessite un peu de relativiser. Les traitements hormonaux de la ménopause, c'est 3100 cancers gynécologiques par an chez les femmes de plus de 50 ans, par exemple. Donc ces traitements-là, on les a prescrits pour perturber les voies endocrines et le métabolisme. Donc c'est pas des perturbateurs endocriniens qu'on subit finalement on a voulu le faire. On a voulu le faire avec des effets bénéfiques qui sont contrebalancés par des risques. Et puis vous avez d'autres perturbateurs, comme le disait Pascal, qui sont les pesticides. Alors, les pesticides sont particulièrement intéressants à considérer puisque vous avez des professions qui sont clairement exposées à de fortes doses de pesticides. Parmi les perturbateurs endocriniens, je pense qu'on a les pesticides comme... On peut être exposé à forte dose et on peut être exposé à des très faibles doses, tous au quotidien dans nos produits alimentaires. On sait qu'ils traînent des pesticides un petit peu partout dans la chaîne alimentaire, dans les eaux de boisson, et l'Agence européenne de sécurité alimentaire suit ça très attentivement. Et autant on peut définir un risque avec les pesticides à forte dose, parce que là, on voit des populations cibles qu'on va étudier très attentivement. On sait que les pesticides, quand ils sont utilisés à forte dose, augmente le risque de maladie de Parkinson, on l'a dit, mais aussi le risque de certains cancers, cancer de la prostate, des cancers hématologiques comme le lymphome, le myélome. Et on a démontré récemment que ça a augmenté aussi le risque de leucémie. Et la problématique, c'est que quand on démontre les choses avec des fortes doses, c'est quid des faibles doses. Et quid des faibles doses, auxquelles on est tous exposés, ça c'est très difficile à démontrer, et quid évidemment des cocktails en plus de tous ces mélanges, parce que tel perturbateur endocrinien avec tel autre peut aboutir à des cocktails absolument explosifs. Et donc ça pose des vraies questions sociétales. Par exemple, dans la population générale, pour revenir sur les pesticides, à quelle distance doit-on considérer que quelqu'un qui n'est pas agriculteur est exposé à des fortes doses s'il habite à proximité d'une zone d'épandage? La réglementation là-dessus dit 20 mètres pour les produits particulièrement dangereux, 10 mètres pour les produits à plus de 50 cm de hauteur, globalement les produits arborés, les cultures arborées, et puis 5 mètres pour les autres cultures. 5 mètres d'une habitation, ça ne fait pas beaucoup, quand on imagine que l'épandage se fait notamment par des systèmes d'aérosols. Donc là, il y a des études en cours qui permettent des cohortes qui sont suivies de gens qui habitent à proximité de ces zones de travail du monde agricole.
Donc, vous voyez, moi, je vois 3 grands groupes. Il y a ceux qui sont partout, dans la bouteille d'eau qui est là, dans le tissu de votre siège, etc. Il y a ceux qu'on a pris parce qu'on a pris des médicaments pour perturber le métabolisme avec un risque. Comme il n'y a pas de médicaments qui sont actifs et qui n'ont pas d'effet secondaire. Sinon, ça ne s'appelle pas des médicaments, à ma connaissance. Et puis, il y a ceux qui sont liés à des expositions professionnelles très fortes, et puis sur lesquels on va suspecter derrière qu'il y ait un impact sur la population générale. Juste pour revenir sur la deuxième catégorie de ceux qui sont choisis, il y a quand même une partie qui n'est pas choisie, c'est au moment de la prise. Après, il y a un rejet par les urines, entre autres. Ça arrive dans l'environnement. On est complètement d'accord. Et pour le coup, après, l'ensemble de la population peut y être exposée du fait de... Voilà. Exactement. C'est-à-dire que Pascal parlait des urines. Moi, je discutais il y a quelques mois avec un président d'une association de pêche, et qui me disait qu'il était très 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 embêté parce qu'il voyait une évolution du sexe ratio des poissons il y avait dans la population femelle et mâle des poissons évolués du fait des rejets, notamment des estrogènes, des pilules dans les urines. Et si ça le fait sur les poissons, probablement que ça le fait également sur les humains. On est bien d'accord qu'on ne peut pas négliger ça, mais on voit bien, c'est un parfait exemple du fait que tout est interconnecté. Hein. Et c'est aussi les conséquences du développement de ces produits sont certes à craindre, mais ces produits ont été développés pour améliorer notre quotidien aussi. Et donc, il faut aussi mettre en perspective que, certes, il y a des risques, mais que l'espérance de vie augmente, la qualité de vie générale augmente, et qu'il faut aussi nourrir la planète. Et il faut nourrir la planète avec des produits phytosanitaires de qualité, avec des grands rendements. Donc, c'est aussi un choix de société. Il y a aussi des nécessités sociétales qui peuvent guider certaines décisions et qui fait que nous ne sommes pas immortels. Quelles sont les priorités qu'on veut mettre ? Nous ne sommes pas immortels et quels sont les objectifs de nos sociétés. Après, à titre individuel, c'est notre comportement qui doit nous pousser à limiter au maximum les expositions. Bien sûr. Peut-être d'un point de vue politique, il y a aussi les choix politiques de réglementation qui doivent être pris en compte. Et pour le coup, on a un petit temps de retard, mais sur plein de problématiques, il y a des temps de retard. Sur la qualité de l'air, on prend connaissance d'un sujet, on réglemente quelques années après, alors qu'on sait déjà qu'il y a un nouveau problème qui arrive et qui n'est pas encore pris en compte dans la réglementation. On a à chaque fois un retard, et c'est pareil pour les perturbateurs endocriniens. Et c'est vrai qu'entre l'interdiction de certains produits, l'interdiction ne veut pas dire la disparition du produit. Non. On a des produits comme le lindane, par exemple, qui ont été interdits il y a plus de 20 ans maintenant, et qui traînent dans les sols de façon rémanente. C'est vrai que les politiques ont un rôle important, mais ils ne peuvent pas tout faire non plus. Ils ne peuvent pas se débarrasser non plus des produits rémanents. Non, mais pour le coup, la réglementation devrait... Et d'ailleurs, la réglementation, pour bien connaître les pesticides, si on regarde l'évolution de la consommation de pesticides dans le monde, l'Europe est la zone du monde qui consomme le moins de pesticides par rapport aux États-Unis et à l'Extrême-Orient, où on a des consommations beaucoup plus importantes. Et c'est assez amusant d'ailleurs, parce que quand on regarde l'incidence des leucémies aiguës dans ces mêmes zones géographiques, on a une incidence beaucoup plus faible en Europe, avec un risque beaucoup plus élevé de leucémies aiguës liées à l'exposition aux pesticides en Asie et aux États-Unis. Donc, les politiques ont aussi, nous aident à donner des bonnes recommandations et pour l'utilisation de ces produits phytosanitaires et des produits industriels. Et je pense que la juste dose est un élément très important à déterminer. Et cette notion de juste dose et pas d'excès de dose est quelque chose qui pourrait permettre peut-être de concilier les intérêts de la société et les objectifs des industriels, la juste dose. Mais ce n'est que mon avis. Sauf qu'on disait que pour les perturbateurs endocriniens, la dose ne fait pas le poison et que certes, c'est la problématique des perturbateurs endocriniens. C'est vrai que pour les médicaments, c'est vrai que ce que tu disais, Olivier, c'est pas vraiment le contexte quand la consommation de médicaments dans le cadre d'une prescription qui pose problème pour moi. C'est justement ce qui est rejeté dans l'environnement. L'eau, vraiment tous les compartiments sont impactés. Il y a certaines molécules, je suis en train de rédiger un truc sur les anti-inflammatoires, on les retrouve à des concentrations, c'est assez faramineux. Les produits de contraste qu'on utilise dans les IRM, c'est des doses mais qu'on n'imagine même pas.
Et pour moi, c'est ça qui est le problème. Et bon, on parlait tout à l'heure que ce qui est important, c'est pas de savoir à quoi on est exposé, mais pour moi, ce qui est important, c'est de savoir au niveau de notre environnement, dans quel état est notre environnement. Au niveau de l'eau, y compris l'eau de boisson, parce que l'eau du robinet, elle est qualifiée de potable, c'est uniquement législatif, il faut doser telle. Et puis on la qualifie ou pas. Le reste, c'est une boîte noire. On n'a absolument aucune idée de la teneur, que ce soit de la pilule contraceptive par exemple, de l'eau qui sort du robinet. Et la question, c'est de savoir quel est l'impact, même si c'est une très faible dose, d'une exposition constante, c'est-à-dire chronique, parce que l'eau du robinet, on en boit régulièrement. Quel peut être l'impact de cette exposition? On parlait des anti-inflammatoires. C'est vrai que chez l'adulte, c'est neuroprotecteur, c'est très documenté, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu en prends, une femme enceinte qui en prend, les anti-inflammatoires, ça peut avoir un impact sur le développement du cerveau et l'induction de certains comportements. Voilà, c'est tout... Peut-être, Monsieur Hérault, vous pouvez nous exposer un petit peu plus ces impacts sanitaires et ce qui se passe vraiment sur notre santé? Alors, ça pourrait être très vaste, d'autant que j'ai mis tous les bémols que vous avez entendus avant. Juste avant de répondre à cette question, je voulais simplement compléter un élément, c'est que certes, on va rejeter des médicaments dans la nature, mais il ne faut pas oublier que chaque Français, dans son armoire à pharmacie, a des quantités de médicaments de façon absolument énorme. Bien sûr. Et que ces médicaments, ils finissent à la poubelle, pour la majorité d'entre eux, donc ils finissent dans l'environnement. Et que là encore, il y a une réflexion sur la juste prescription et la juste utilisation de ces médicaments. Tu as des médicaments qui sont en vente, qui n'ont pas besoin de prescription, qui sont des perturbateurs qui vont se retrouver dans l'environnement, et c'est vrai. Après, les impacts sur la santé, ils sont multiples. Et Pascal l'a déjà évoqué, notamment tous les problèmes gynécologiques, endocriniens. Et après, on a aussi des impacts qui vont être liés à une augmentation du risque de cancer, d'une manière générale. Ce risque de cancer, il est difficile à évaluer, mais on voit bien avec certains... le plus simple à évaluer, c'est quand on a des fortes doses du produit, parce que là, on n'a pas d'ambiguïté. On sait que la personne est clairement exposée à des doses, fortes doses, des doses conséquentes. Bien, les estrogènes, pas les estrogestatifs, on vient d'en parler, avec l'augmentation du risque de cancer. On a des impacts aussi sur des maladies... je vais rester sur le cancer. Les pesticides, ça va augmenter aussi le risque de cancer. C'est pris en compte par la société comme maladie professionnelle quand c'est utilisé à forte dose. Mais là encore, il faut avoir au moins une exposition pendant une dizaine d'années, au moins 10 ans dans la législation. Et puis après, vous avez toutes les problématiques de maladies neurodégénératives. Pour le Parkinson, il n'y a pas d'ambiguïté, avec les pesticides par exemple. Par contre, pour l'Alzheimer, ça fait partie des pistes et des hypothèses. L'imputabilité de tel ou tel produit ou telle exposition sur telle ou telle maladie est très difficile, parce qu'il y a les problèmes de génération successive, et puis il y a aussi par rapport à comment affirme-t-on qu'on a bien été exposé. Alors c'est beaucoup plus facile quand on a des fortes doses, parce que ces fortes doses, c'est en général, ou bien dans le cadre d'un traitement, ou bien dans un contexte professionnel. Donc voilà, donc je pense qu'il faut être sur la logique de se dire comment est-ce que je limite mon exposition. J'y reviens, parce que la prévention, c'est là où on peut agir. Bien sûr. Et je pense que je suis venu avec une petite liste pour me baser sur quelque chose de solide, une liste qui est sur le site de l'Institut national du cancer et qui fait un certain nombre de recommandations. Si vous me donnez 2 minutes, je vais les faire, parce que s'il y a peut-être un message important à retenir, c'est sur ces aspects-là. Qu'est-ce que dit l'Institut national du cancer sur comment peut-on réduire son exposition aux perturbateurs endocriniens? 2 grandes voies, la voie aérienne, la voie alimentaire. La voie alimentaire, c'est privilégier les aliments d'origine biologique, privilégier le fait maison, en utilisant des produits frais ou des aliments surgelés non préparés, comme des légumes nature ou des filets de poisson nature. Éviter les plats préparés et les produits ultra transformés. Bon, ça, je ne vais pas détailler, tout le monde sait ce qu'il y a, avec les problèmes de colorants, d'émulsifiants, de conservateurs, exhausteurs de goût. Troisièmement, ce qui n'est pas spontanément évident, ne pas consommer plus de 2 fois par semaine du poisson gras, du fait de leur haute teneur en polluants et en métaux lourds. Varier les poissons et en particulier limiter la consommation
d'anguilles, de barbeaux, de brèmes, de carpes et de silures. Alors tout le monde n'en mange pas tous les jours, mais c'est typiquement des poissons de pêche et de rivière, comme on vient d'en parler. De plus, il faut éviter de faire chauffer les aliments dans des contenants en plastique. Ça, c'est quelque chose de très simple. Se dire qu'on va mettre au micro-ondes dans une barquette plastique des aliments, c'est une très mauvaise idée. C'est très pratique. Et donc, éviter de garder les aliments chauds dans de tels contenants. Et puis, par voie aérienne, Santé publique France recommande d'aérer au moins 10 minutes par jour son logement, quelle que soit la période de l'année. C'est pas simple l'hiver, mais au-delà de chasser les perturbateurs endocriniens, ça chasse aussi les virus qu'on a densifiés dans la pièce. Cette aération doit être d'autant plus importante qu'il y a des travaux de bricolage, de cuisine, etc. Limiter le nombre et l'usage des produits d'entretien et surtout éviter des mélanges de produits d'entretien parce que ce sont des produits chimiques et le mélange de ces produits chimiques, on ne sait pas ce que ça fait, ou ça peut être éventuellement dangereux. Et éviter les sources de polluants d'air intérieur, les diffuseurs d'odeurs, les sprays, les encens, les bougies parfumées, les vaporisateurs de parfum. On a des publicités régulièrement là-dessus. Et puis quelques cas particuliers pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Donc, éviter donc les produits, les cosmétiques, tout ce qui est l'utilisation de pesticides domestiques, ne pas trop manipuler de produits d'entretien, de bougies, d'encens, tous les travaux de peinture avec tous les solvants. Et éviter la teinture des cheveux. Et en plus, pour terminer, c'était privilégier des produits pour le ménage utilisés, comme le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et le savon noir. Vous voyez, c'est pas des choses. Ça paraît du bon sens quand on dit ça. Oui. Mais si on met ça en pratique, et si on met ça en pratique aussi dans une perspective que certes, on est exposé à des facteurs de risque, que sont ces perturbateurs endocriniens, mais il faut globaliser cette réflexion dans l'ensemble des facteurs de risque auxquels on est exposé, et en premier lieu le tabac. Donc, peut-être que dans les messages de prévention sur le cancer, aussi, n'oublions pas qu'il faut surtout arrêter de fumer et que être obnubilé sur les perturbateurs endocriniens, si en même temps on fume un paquet de cigarettes par jour, je ne suis pas sûr qu'on hiérarchise correctement les choses. Donc voilà, ça n'est que mon point de vue, mais globalisons un petit peu les facteurs de risque pour bien avoir des attitudes qui sont bien préventives, quoi. J'ai été un peu long sur une question qu'on n'avait pas posée, mais au moins j'aurais effacé le message qui me paraît le plus important. Je rebondis sur ce que tu disais, Olivier, sur le fait que c'est très compliqué quand on regarde l'humain de faire le lien entre l'exposition et la maladie d'Alzheimer ou autre, pour vraiment définir le lien. Et c'est là qu'en tant que scientifique, on peut intervenir, parce qu'on ne travaille pas sur l'humain, on travaille sur des animaux modèles. Bon, certes, on leur fait un petit peu de mal aux animaux, mais on passe devant un comité d'éthique. Et là, c'est plus facile à faire le lien, parce que c'est vrai que l'humain, on peut pas, c'est pas un animal de laboratoire, on ne peut pas l'exposer volontairement à un perturbateur endocrinien et regarder les symptômes qu'il va développer, ça ne se fait pas. Donc c'est pour ça, en utilisant les animaux modèles, je sais qu'en ce moment, l'utilisation des animaux de laboratoire, ce n'est pas quelque chose qui est rassembleur en ce moment, mais en l'occurrence, en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose de nécessaire. Donc la recherche est importante, et la région Centre nous aide pas mal, nous aide beaucoup pour financer ces recherches. Moi, personnellement, c'est le 3e projet que nous finance la région sur cette thématique perturbateurs endocriniens. Donc il y a une vraie volonté de la région pour essayer de faire avancer les connaissances sur les perturbateurs endocriniens. Et la région travaille aussi beaucoup sur la sensibilisation auprès du grand public. Ouais. J'y viendrai tout à l'heure, en fait, par rapport aux outils qu'on a pu éditer et qui reprennent en fait exactement toutes les conseils que vous avez pu donner tout à l'heure. Ça fait partie des outils, j'en reviendrai, qu'on suivi l'étude. Et ça, concernant l'étude, nous, on s'est rendu compte par rapport à toutes les études qui avaient pu être menées, le problème de l'exposition, en fait, en partie, c'est les gens n'ont pas toute la vie les mêmes types d'exposition, parce que dans une vie, on peut déménager, on peut changer de lieu de vie, de comportement, de métier et autres. Et ça complique justement l'étude, d'autant plus qu'on sait que l'exposition sur de nombreuses années, voilà. Et puis on a des périodes de la vie où on est beaucoup plus sensible à ces perturbateurs endocriniens que d'autres.
et il y a la période des 1000 premiers jours. En plus, Donc ça fait partie des publics cibles voilà, où la sensibilisation est d'autant plus importante sur les femmes enceintes et sur les jeunes enfants. Et ça fait partie en effet des messages à faire passer, où c'est dans cette période de la vie où tout se forme, où l'impact peut être le plus grave, le plus important. Après, c'est ce que tu dis, Olivier. Chacun doit être acteur de sa prévention. Encore faut-il être sensibilisé et en être informé. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi un élément, c'est que l'expérimentation animale a permis de faire de grandes avancées pour aider les politiques à prendre des décisions. De mémoire, l'interdiction du bisphénol A a été basée sur des expérimentations animales. Après, en santé humaine, la difficulté de démontrer un risque lié à tel ou tel produit, c'est quand on a envie d'avoir des grandes cohortes et on veut donc plusieurs études. Plusieurs études, et une seule étude sur une petite cohorte ne suffit pas, même si elle peut être très médiatisée, ne suffit pas pour autant à démontrer un risque de façon définitive. C'est ce qu'on appelle faire des méta-analyses, c'est-à-dire on va regrouper sur une longue période tout ce qui a pu être publié pour essayer de démontrer un risque. Je vais donner un simple exemple. Les leucémies aiguës n'étaient pas considérées, myéloblastiques n'étaient pas considérées comme un facteur de risque lié à l'exposition aux fortes doses de pesticides. Et jusqu'en 1997, il y a eu une grosse méta-analyse qui a été faite, regroupant plusieurs études, et on ne retrouvait pas les pesticides à dose professionnelle comme un facteur de risque. Et très récemment, 20 ans plus tard, on a repris tout ce qui avait été rajouté depuis 1997, tout en remontant un petit peu plus loin depuis 1946. Et c'est là où on a, avec l'augmentation très importante du nombre d'études, qu'on a pu démontrer ce risque statistique entre l'exposition aux pesticides et les leucémies aiguës myéloblastiques. Ça prouve bien que l'affirmation d'un risque, elle est liée à la solidité d'études épidémiologiques et souvent la reproduction des études épidémiologiques et l'accumulation de ces études épidémiologiques. Et donc ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps et c'est là où les politiques doivent faire preuve de courage, et ils le font en général, il n'y a pas de sous-entendu polémique dans ma remarque, pour prendre des décisions d'interdiction sur des arguments de recherche, notamment chez l'animal, et qui s'avèrent indispensables. Là, je vais peut-être m'adresser à vous, Monsieur Hérault, mais est-ce que vous avez la sensation que les professionnels de santé sont assez sensibilisés à cette thématique ? Je ne me vois pas dire non. Donc, je pense que comme tout citoyen, ils sont sensibilisés à cette problématique et que, évidemment, s'ils ont leur patientèle, ils ont des patients qui sont exposés directement, notamment par voie professionnelle ou par leur traitement à des perturbateurs endocriniens, évidemment qu'ils vont être sensibilisés. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de difficultés diagnostiques. La question qui est toujours un petit peu délicate en tant que médecin, c'est que le patient nous dit « Ah ben j'ai mon cancer, est-ce que c'est lié à ça ou à ça ?» Et là, on ne peut que répondre, faut certainement pas répondre oui si on ne s'appuie pas sur des études solides qui sont centralisées par l'Institut du cancer, par différentes agences françaises. Et parce que c'est pas rendre service au patient que de lui dire il y a un lien entre votre pathologie et peut-être ça, parce qu'il va vouloir avoir une démarche de revanche, d'accusation de telle ou telle structure, et il va pouvoir perdre beaucoup d'énergie, peut-être, à essayer de faire reconnaître un lien, alors que l'énergie, il doit la consacrer contre sa maladie. Et soit c'est clairement démontré par moi c'est ma vision des choses, par justement ces méta-analyses et ces études épidémiologiques solides, soit il faut rester très prudent auprès des patients. Mais ce n'est pas pour autant qu'on dit peut-être. On ne dit pas non, peut-être, mais ça n'est pas prouvé. C'est important dans le cadre professionnel pour faire changer les pratiques, par contre. Alors, complètement, et c'est en ça que quand l'étude qu'on vient de publier là a vocation à faire réfléchir les politiques pour faire évoluer la reconnaissance en maladie professionnelle des leucémies aiguës myéloblastiques, à condition que les gens aient été exposés probablement 10 ans, plus de 10 ans, à des fortes doses de pesticides, comme c'est le cas pour le myélome ou les lymphomes non-Hodgkiniens. Madame Thérivert, vous pouvez peut-être justement nous parler des réponses politiques
qui sont apportés à cette thématique? Alors, il se trouve que donc, nous, on parlait d'études tout à l'heure, à un moment, on a fait un choix à la région de s'intéresser à ces problématiques de perturbateurs endocriniens. Et la première phase qu'on a lancée, c'était de demander à un organisme de reprendre les études qui ont pu être faites d'ailleurs à l'échelle nationale ou voire même internationale, et d'essayer de voir par rapport à nos problématiques régionales ce qui pouvait être important d'être fait par rapport à nos problématiques particulières de la région. Par rapport, entre autres, au fait qu'on est une région céréalière, qu'on a des industries importantes, et on voulait s'intéresser à ces problématiques plus précisément. Et donc ça a été une première phase donc, de cette étude qu'on a lancée en 2019. Et suite à cette étude, nous avons lancé un comité de pilotage avec de nombreux participants, dont des représentants de la MGEN qui ont participé à ce comité de pilotage, qui représentait à l'intérieur, enfin ça a été très largement ouvert, avec bien sûr des représentants de l'État, différentes collectivités, des représentants associatifs, des représentants de l'industrie. Enfin, on a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse amener son point de vue dans le cadre de Scopil. Et le but étant de lancer un plan d'action à l'échelle régionale. Donc ce plan d'action a été travaillé pendant plus d'1 an donc ça a été lancé, la première action qui est un peu symbolique, c'était la signature avec le réseau environnement santé de la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, donc qu'on a signé au mois de janvier dernier. Et donc dans le cadre de ce plan d'action, il y a plusieurs axes qui ont été décidés. Donc un axe bien sûr de communication pour faire connaître cette étude, parce que c'est vrai que c'est un document assez complet qu'on a mis à disposition sur le site de la région. Il y a une partie sur la recherche, donc sur la connaissance des perturbateurs endocriniens. Donc là, il y a un rôle de la région dans le soutien, entre autres, comme vous le disiez, de la recherche et entre autres dans le cadre des appels à projets d'intérêt régionaux. Les perturbateurs endocriniens ont été notés comme étant une des thématiques fortes et où on souhaitait s'engager fortement. Et puis il y a une grosse partie sur la sensibilisation, sensibiliser pour réduire. Donc avec une partie de documents qui ont été édités. Et donc je parlais c'est un document en fait à destination du public qui reprend en partie ce que vous avez dit sur mieux connaître les perturbateurs endocriniens. Et donc il y a plusieurs parties dans ce document. Et donc à l'intérieur, il y a aussi les conseils. Donc c'est savoir comment on peut être impacté, comment ça marche, et surtout comment on peut faire pour essayer de réduire. Parce que au final, comme on le disait, il n'y a pas le choix. Tant que la réglementation n'est pas là pour interdire, on est obligé de passer par une phase où chacun doit se prendre en main pour pouvoir essayer de limiter. Et pour ça, il faut mieux connaître. Donc voilà, c'était le choix d'éditer des documents qui sont mis à disposition donc, sur le site de la région. Nous, plus particulièrement sur nos publics que sont les lycéens, parce que la région est en charge des lycées. On a aussi mis en place, édité des petites vidéos type Combini pour pouvoir répondre aux questions type des étudiants, des jeunes sur ces problématiques, voilà, qui sont mis sur un de nos vecteurs qui est le site IEPS pour les jeunes, voilà, qui permet de faire connaître ces petites vidéos. On a eu la chance, dans le cadre de Scopil, de pouvoir échanger avec l'ensemble des partenaires qui étaient présents, qui, on s'est rendu compte, avaient déjà beaucoup d'actions de mise en place sur cette thématique. Et c'était, voilà, ça permet en fait d'échanger sur qui fait quoi, se donner éventuellement des conseils pour pouvoir mettre en place des actions. Donc, par exemple, les actions qui ont pu être, indiqué, expliqué lors de ces réunions, c'est toute l'action de sensibilisation par les associations environnementales qui travaillent sur les problématiques d'environnement, mais aussi de santé environnementale, et qui sensibilisent les publics. Et donc on a pu avoir un petit peu... donc ça peut donner des idées à d'autres associations pour pouvoir travailler sur cette thématique. Il y a eu des actions de sensibilisation, d'information des publics, parfois de publics spécifiques. Très récemment, on a soutenu un projet d'une communauté
santé, de professionnels de territoire en santé, un CPTS d'Amboise qui va former les professionnels sur cette thématique. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples d'actions qui sont mises en place et la région est là pour essayer de les soutenir, parfois financièrement, parfois en développant ce réseau justement. Concernant les financements, donc on parlait des aides sur la recherche, mais il peut y avoir aussi donc le soutien du milieu associatif. Ça, c'était une des aides importantes. La région s'est beaucoup engagée sur les problématiques environnementales et sur le soutien aux associations. Et donc avec des projets aussi financés ponctuellement sur des soutiens de formation sur la thématique. Et après, il y a d'autres acteurs, bien sûr, qui financent, entre autres bientôt ça s'arrête, on arrive à l'échéance, mais c'est l'ADREAL, donc l'État qui lance un appel à projet sur cette thématique avec l'ARS. Et voilà, donc beaucoup d'organismes pourront répondre à cet appel à projet pour pouvoir développer cette thématique sur les perturbateurs endocriniens. Voilà, après, avec des questions, je pourrais répondre. On va peut-être solliciter Laura pour savoir si les participants ont des questions. Alors oui, on a eu plusieurs questions depuis. Alors, on a des personnes qui se posent la question de si les rivières sont des lieux où se retrouvent beaucoup de perturbateurs endocriniens, qu'en est-il des mers, des océans? Est-ce que du coup, qu'en est-il des baignades qu'on peut faire dans des lieux comme ça? Est-ce que ça augmente le risque? C'est compliqué de savoir si on augmente le risque. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a des dosages dans ce qu'on appelle les eaux estuariales, c'est-à-dire les eaux qui sont dans l'eau de mer qui sont dans les estuaires. Donc, elles sont contaminées, ça c'est évident. Après, en haute mer, en pleine mer, ça, j'ai rien lu là-dessus. J'ai rien vu s'il y avait des mesures. Après, de là à, comme les poissons, c'est-à-dire se baigner, est-ce qu'on est exposé, est-ce qu'on a un quelconque risque? C'est compliqué à évaluer. Je dirais que non, faut pas non plus, on ne passe pas notre vie déjà dans l'eau de mer, ni dans l'eau de rivière. Donc c'est juste pour se baigner. La peau est quand même, si ça peut être un point d'entrée, c'est quand même un organe qui nous protège. Le risque, mais bon, un peu comme tu disais Olivier, peut-être à avaler de l'eau, mais on risque peut-être plus la noyade que d'être meurtri par des perturbateurs endocriniens. Peut-être faut-il éviter les plages qui sont trop près des sorties des stations d'épuration. Oui. Ça, donc, il y a quand même un suivi, une traçabilité de la qualité de l'eau dans les plages surveillées. Et donc, c'est un bon guide pour se dire, c'est peut-être là qu'il faut se baigner préférentiellement. On en revient toujours à ce problème justement de quantification que vous évoquiez précédemment et ce point d'interrogation face à certaines substances, à savoir notre degré d'exposition. C'est ça. Pour moi, le problème, il est là. C'est à quoi vraiment on est exposé. Pour moi, c'est une question qui reste cruciale. Et c'est compliqué à répondre à cette question parce que déjà, il y a une quantité énorme de produits à doser. Le nombre de molécules, c'est des milliers. C'est des milliers de molécules. Donc, non, pardon, je ne veux pas couper. il y a quelques années, il y a le BRGM, donc c'est le Bureau de recherche géologique et minière qui est basé à Orléans, qui a fait une étude assez intéressante justement sur le bassin Loire-Bretagne. C'est une campagne, bon, ça a coûté cher, mais bon, c'était intéressant. Le but était de doser 200 résidus médicaments dans les eaux de surface et souterraines du bassin Loire-Bretagne. Donc ça, c'était très informatif. C'est là qu'on a vu qu'effectivement, il y avait plein de choses dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines. Des anxiolytiques, des doxazépam, donc un traitement contre le carbamazépine contre l'épilepsie. Des antilipémiants, toutes sortes de médicaments. Donc on est exposé. Et des médicaments qui sont vraiment des molécules actives, vraiment actives, natives, qui ne sont pas dégradées. Et certaines moi ce qui m'inquiète le plus, c'est des molécules qui sont neuroactives, c'est-à-dire qui ciblent le cerveau et qui ont vraiment un impact physiologique. Donc que ces médicaments soient prescrits pour des gens qui sont malades, qui souffrent d'épilepsie, ok, mais quel est l'impact
de ce type de médicament, même à faible dose, pour voilà, des personnes qui ne souffrent pas de cette pathologie. Quel impact ça peut avoir? Mais là encore, c'est des traces. Oui, qu'on oui, trouve. oui. C'est l'état de traces. On n'est pas dans des doses efficaces thérapeutiques comme on le verrait. C'est des traces. Et puis je veux juste poser la question, c'est-à-dire si on se dit les eaux de rivière sont potentiellement contaminées, quelle est l'alternative? Alors l'eau du robinet, par exemple, est potentiellement contaminée, quelle est l'alternative? C'est de prendre de l'eau en bouteille? Non. Et de l'eau en bouteille plastique avec des plastifiants qui vont potentiellement relarguer différents types de bisphénol, non A, hein, mais d'autres. Donc, vous voyez, il faut vivre aussi, d'accord? Et c'est pour ça que la notion de risque, je pense qu'il faut le savoir qu'il existe et il faut limiter nos expositions au maximum. Mais je pense que si je dois, chaque fois que j'ouvre un robinet, me dire est-ce que je me fais contaminer? Si je vais à la plage, est-ce que je ne vais pas, etc. Je pense que l'anxiété va être plus génératrice de problèmes médicaux que peut-être les produits eux-mêmes. Non, mais par contre, on est d'accord, le but n'est pas d'inquiéter les gens, c'est juste de faire prendre conscience pour pouvoir après avoir des changements de pratique dans sa vie de tous les jours. Parce que Exactement. en fait, quand on achète, on est acteur, du changement, de la transition dans laquelle on doit s'engager. Et c'est là que les industriels vont bouger. C'est ça, d'ailleurs c'est aussi le rôle de la région. En tant que région, nous, on a une politique d'achat. Et si on change notre politique d'achat, on a un pouvoir de levier. Parce que nos quantités, quand on achète pour des lycées, il y en a un paquet, il y en a une centaine en région centre. Quand on achète de manière générale, les industriels, si on leur dit nous, on ne veut plus de perturbateurs endocriniens dans nos produits, ils vont être obligés de s'adapter. Et s'ils s'adaptent pour nous, ça va peut-être bénéficier à d'autres. Et ainsi de suite. Et voilà, chacun, la région, mais chacun doit pouvoir aussi impacter cette transition à mettre en place qui permettra après d'avoir moins cette crainte dans tous les jours. Après, je suis d'accord avec toi, Olivier. Le constat, il est là. La pollution est généralisée. Ça ne nous empêche pas de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont? On parlait des médicaments. Qu'est-ce qui empêche les industries pharmaceutiques de mettre au point des médicaments, par exemple, qui se détériorent plus facilement dans l'environnement? Complètement, mais voilà, c'est là aussi qu'il faut peut-être c'est pour ça que l'accent sur l'éducation et la prévention, vous avez vu, j'ai insisté lourdement là-dessus, ça me paraît essentiel. Et là, ce que vous faites au niveau régional est certainement très important pour sensibiliser la population pour ensuite avoir un impact sur la limitation de la production, sachant que il y a plusieurs centaines de milliers de composés qui sont synthétisés par l'industrie chimique chaque année et que on ne saura s'ils sont des perturbateurs endocriniens pour certains que dans X années. L'idée, c'est pas justement de ne pas remplacer un produit par un autre. C'est vraiment changer les pratiques. On a eu le problème avec les perturbateurs endocriniens, avec le bisphénol A. Il y a une étude qui a été menée là, par l'INRAE sur le fait qu'on ait remplacé les BPA par les BPS et les BPF. Et c'est pas mieux, voire c'est pire, parce que d'un point de vue, si j'ai bien compris, dans l'environnement, ils sont plus résistants. Donc l'idée, ça va pas être à chaque fois de trouver une autre solution. Bon, par quelle molécule je vais changer? C'est plus comment on évite et comment on revient parfois à des pratiques beaucoup plus naturelles. Vous le disiez par rapport aux produits, rien n'est plus efficace que le vinaigre blanc, que le bicarbonate. Donc c'est ça qu'on peut travailler. Les industriels peuvent prendre leur part. Est-ce qu'ils sont prêts? Je suis pas convaincu. C'est moins rentable. C'est moins rentable. Après, il y a aussi tout le problème des stations d'épuration. Oui. C'est vrai que pourquoi on les retrouve dans les rivières? Parce qu'elles ne sont pas forcément super efficaces. Elles ont un temps de retard aussi, parce que ça arrive tellement régulièrement, les nouvelles molécules, il faut après adapter. Oui. Après, il y a des choses qui existent. Dans Nature, ils avaient publié un article sur le coût que prendrait pour équiper en Angleterre, pour équiper toutes les stations d'épuration, pour éliminer uniquement la pilule contraceptive. Donc il y a des moyens qui existent, ça existe. Le problème, c'est que c'est des sommes folles, quoi. C'est des milliards d'euros déjà pour équiper toutes les stations d'épuration et presque, je crois que c'est 800 millions d'euros par an de maintenance. Donc forcément, ça va avoir un coût sur la facture d'eau, sur le coût du mètre cube d'eau. Est-ce qu'on est prêt, nous, en tant que consommateurs, d'avoir une eau de super qualité, mais qu'on va payer peut-être 2-3 fois, voire plus cher? Il y a des moyens qui existent, mais ça coûte plus cher. Donc
C'est en cela que Mais est-ce qu'il n'y a pas des économies, là pour le coup, est-ce que c'est au consommateur de payer en sachant qu'il y aura des économies a priori s'il y a une meilleure qualité de vie, avec moins d'impact en santé et peut-être moins de dépenses de santé. Il faut calculer sur l'ensemble de ce que ça coûte d'être en mauvaise santé actuellement. Et il y a un chercheur en Angleterre qui a été très, je trouve qu'il a bien pris, là, il prend les choses du bon côté, en tout cas qui est entendable par une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire il a évalué le coût en termes de points de PIB d'une exposition pour l'achat d'un pays. Mais c'est vrai que le PIB, pour le coup, ce calcul est assez tendancieux parce qu'on se rend compte qu'on augmente le PIB s'il y a un accident, par exemple, de la route, ça a tendance à faire augmenter le PIB. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un accident de la route? Non. Donc est-ce que c'est une bonne chose dans ces cas-là d'avoir une augmentation du PIB? Non. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'est une réflexion intéressante parce que le PIB, ça parle aux politiques, ça parle aux industriels, ça parle... Et dans ce même chercheur il n'a pas montré, il a constaté, et c'est vrai qu'en France on le constate aussi. Donc c'est vrai que si on vit de plus en plus vieux, par contre depuis quelques années on voit une baisse au niveau de la population du QI, depuis quelques années, qui est assez sensible. En France, en 10 ans, je crois qu'on a perdu 9 points de QI au niveau de la population. Alors après, j'avais cru comprendre que ça s'était stabilisé, l'âge, parce que justement, là pour le coup, c'était la génération d'avant qui n'avait pas été forcément impactée dès sa plus tendre enfance par les produits chimiques, et que cette courbe qui était constamment en progression avait tendance à, voire même à chuter. Oui. Est-ce que le lien entre baisse de QI et pesticides... Non, pesticides pas forcément, mais... Produits perturbateurs. Peut-être, mais c'est une piste. Il y a quand même beaucoup d'autres évolutions sociétales qui peuvent impacter sur le QI. Bien sûr. Non, mais ça, on ne parlera pas des écrans etc. Quoi. Donc, pour le coup, par contre, c'est la longévité. C'est une hypothèse. Je vais revenir vers toi, Laura, pour peut-être prendre une autre question. Oui, alors, on a une question déjà... très spécifique par rapport aux brochures qui ont été présentées, qui ont été mises à disposition par la région. On a plusieurs personnes qui se demandent où est-ce qu'ils peuvent les trouver. Alors, elles sont pour le coup téléchargeables sur le site de la région. Et puis, après, en fonction des lieux, on peut le mettre à disposition sur demande dans certains lieux. Mais voilà, nous, il n'y a pas une distribution qui est prévue dans tous les lieux publics. Mais par contre, on peut le mettre à disposition sur demande. Voilà. Mais en tout cas, il est téléchargeable et imprimable pour ceux qui le souhaitent facilement. Peut-être une autre question, Laura? Oui, tout à fait. Alors, donc on a eu pas mal de questions. Alors, des questions assez précises là, sur est-il vrai ou est-il prouvé que le gel hydroalcoolique est un perturbateur endocrinien? J'ai pas la réponse. Moi, je n'ai aucun élément qui laisserait entendre que c'est vrai. Et moi, c'est pas mon domaine. Alors, je vais peut-être poursuivre avec une question un peu plus générale sur donc les conséquences de la génération dite Tupperware et autres, biberons en plastique, etc. Quelles en sont les conséquences et sur combien de générations est-ce que ça peut durer? Ça, c'est très difficile à répondre, le nombre de générations. On sait qu'il y a certains perturbateurs endocriniens, on l'a évoqué tout à l'heure, qui fonctionnent de la même façon. Il y a certains pesticides aussi qui ont des effets, ce qu'on appelle transgénérationnels, c'est-à-dire sur plusieurs générations. C'est très variable d'une molécule à une autre. On ne peut pas faire de généralisation. Les effets, c'est pareil. On ne peut pas faire de généralisation, ce qui rend encore plus compliqué l'évaluation de ces molécules à effet perturbateur endocrinien. Après, c'est sûr que là, en ce moment, il y a une génération, actuellement, sûrement que les générations sont beaucoup plus exposées que même notre génération à nous trois. Hein. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Nous, on est peut-être encore une génération où on est peut-être passé un petit peu à côté. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça peut être inquiétant. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de recul. On a des exemples, comme le dit éthylstilbestrol, là on a du recul, hein, c'est un impact. Après, est-ce que c'est le cas pour tous les perturbateurs endocriniens? Les modèles animaux peuvent apporter des réponses. Après, qu'est-ce qu'il en est de la population humaine? C'est un peu plus compliqué.
Laura, peut-être une autre question? Oui, tout à fait. On a Edouard qui nous fait une remarque en nous disant, voilà, il existe beaucoup de... On a vu qu'il y a beaucoup de risques, beaucoup de perturbateurs endocriniens potentiellement, donc, qui impactent potentiellement sur notre santé, mais quelles priorités sont données en lien avec les notions de probabilité et d'impact sur la santé parmi tous les risques existants, quelles sont les priorités? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y avait une remarque. Enfin, le réseau environnement santé s'intéresse à une catégorie en particulier que sont les phtalates. Oui. Parce que les phtalates, l'avantage a priori, c'est que une fois qu'on le supprime de l'environnement, dans le corps, ça s'évacue très rapidement. Oui. Et donc, on voit un impact direct sur le changement, voilà, sur notre physiologie. Et donc, ils se sont intéressés particulièrement à cette problématique-là en se disant, le sol, par exemple, on retrouve les phtalates dans les sols, on les retrouve dans les jouets, et en limitant sur cette catégorie-là, ça permet déjà d'évacuer assez facilement, et c'est quand même quelque chose assez connu. Donc voilà, parfois, on ne peut pas s'attaquer à tout en même temps. Ah bah non, et le fait de choisir voilà, une action qui nous paraît être facile à mettre en œuvre rapidement et qui a un impact rapide sur la santé, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Quand c'est visible, oui, c'est visible. Ouais. Est-ce qu'on peut réécouter la question là? J'ai pas qui vient d'être posée. Alors, tout à fait, je vous la récupère. Alors, la question, c'était beaucoup de risques existants, mais quelle priorité en lien avec les notions de probabilité et d'impact sur la santé? Ça, c'est toute la question. Hein. Le risque, oui, c'est une probabilité. C'est la probabilité de rentrer en contact avec cette molécule. Redéfinir justement cette notion de risque et de versus danger. Alors le danger, c'est l'effet nocif d'une molécule. Voilà, point. Les champignons vénéneux, c'est dangereux. On sait. Le risque, c'est la probabilité de rentrer. C'est la probabilité que le danger puisse se manifester. Je risque rien si je ne mange pas de champignons toxiques. Je sais que c'est toxique, mais si je n'en mange pas, le risque, il est nul. Donc le risque, c'est une probabilité que le danger puisse se manifester, alors que le danger, c'est intrinsèque à la molécule. Donc c'est deux notions différentes. Après, en ce qui concerne l'évaluation des risques des perturbateurs endocriniens, enfin des molécules à effet perturbateur endocrinien, c'est assez compliqué parce que dans le cadre soit du médicament ou des molécules, des produits chimiques, il y a une évaluation toxicologique qui est obligatoire. C'est très cadré, il y a des lignes directrices, soit de l'OCDE pour les produits chimiques ou d'ICH pour les médicaments. Et c'est très codifié, les lignes directrices sont très précises. Donc ça marche très bien pour des molécules qui ont des effets toxiques classiques, c'est-à-dire donc avec des risques plus importants avec la dose et ainsi de suite. Par contre, les lignes directrices, pour le moment, sont assez peu adaptées pour évaluer les effets perturbateurs endocriniens, que ce soit des produits chimiques ou des médicaments. Pour l'instant, ces risques, lorsque des molécules sont mises au point, ce risque est très mal évalué. D'un point de vue réglementaire, ce n'est pas quelque chose qui est demandé. On ne demande pas réglementairement, est-ce que votre molécule peut avoir un effet perturbateur endocrinien? On ne vous le demande pas pour que cette molécule soit dans le commerce. Mais est-ce qu'on a justement le moyen de quantifier cet effet qui est visiblement... Ce sont des études en laboratoire. Ce sont des études en laboratoire, ce qu'on appelle la toxicologie expérimentale, donc qui n'est pas de la toxicologie réglementaire, hein, c'est-à-dire qui est obligatoire. C'est de la toxicologie qu'on fait dans les labos, qu'on fait nous. Hein. C'est-à-dire on se pose une question, c'est-à-dire la pilule contraceptive, par exemple, à des doses très faibles qu'on retrouve dans les eaux de rivière. Si on expose des animaux à ça, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Comment on le mesure? Qu'est-ce qu'on mesure et comment on le mesure? Et est-ce qu'on définit vraiment un impact ou pas? Le problème, c'est que ça, c'est très peu à disposition du grand public, hein. Sauf si les scientifiques, ils font de la vulgarisation scientifique. Donc c'est pour ça que les scientifiques aussi, s'ils ont un rôle aussi important à jouer là-dedans, c'est de vulgariser, pas forcément ce qu'ils font eux,
mais vulgariser ce qui est connu dans la communauté scientifique. Voilà, donc c'est très compliqué pour le grand public d'évaluer des risques de telle ou telle molécule, quelle qu'elle soit. Après, vous avez quand même des petites applications aussi que vous flashez. Vous avez quelques applications qui vous disent ah bah tiens, attention, tel produit, potentiellement, il est perturbateur endocrinien. Si vous voulez fouiller un petit peu plus, c'est pareil, vous avez des sites, dans des sites scientifiques, vous donnez le nom de la molécule et il vous dit si c'est toxique et éventuellement si c'est un perturbateur endocrinien. Mais c'est un petit peu plus pointu. Mais de façon très simple, il faut recommander de lire les conditions d'utilisation des produits qu'on utilise. Et lire les étiquettes. Combien de personnes lisent les recommandations sur les sprays, sur les peintures, sur les produits de jardinage, etc. Que mettre des gants par-ci, de mettre un masque par-là, etc. Toutes ces recommandations sont basées sur les études faites jusqu'à maintenant. Avant de s'inquiéter, essayons déjà de suivre les recommandations qui sont sur les produits qu'on utilise et de les appliquer. C'est pas toujours facile parce qu'on ferait que ça, mais en tout cas, faut quand même un peu. Je sais que la culture n'est pas de lire les modes d'emploi quand on achète quelque chose, mais faut peut-être se forcer un petit peu à ça en tout cas. Et puis tu as des produits. C'est vrai que tu as des produits, mais tu en as d'autres où tu ne regardes pas les étiquettes. Quand tu achètes un t-shirt, tu ne regardes pas l'étiquette, et pourtant, dans le textile, on sait qu'il peut y avoir des perturbateurs endocriniens. Le tissu de ton siège, et il y a des retardants de flamme. C'est des choses que tu... Si vous achetez quelque chose qui vient de pays, je ne vais pas donner de nom, mais de pays à bas coût, avant de mettre des draps que vous avez achetés dans un pays à bas coût, je vous recommande de laver les draps, tout simplement. C'est la même chose pour les chemises, etc. Parce que c'est bourré de produits chimiques potentiellement impactants. Et bon, voilà, c'est plein de bon sens ce que je dis, mais le bon sens, c'est pour compenser l'absence d'études, et puis on ne peut pas attendre obligatoirement les résultats d'études 10 ans après. C'est pour ça que la prévention et l'éducation telle que c'est mené, c'est absolument essentiel, avec ce bon sens terrien qu'on peut avoir parfois. Et qui vont nous éviter de nous exposer trop, quoi. En attendant que... Il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. On ne peut pas non plus à chaque fois toujours faire en sorte que les citoyens soient toujours ceux qui doivent agir, et qu'à un moment, il faut que les changements de pratiques soient aussi impulsés à une plus grande échelle. Quelqu'un qui... L'histoire du colibri, c'est bien joli, mais il y a des fois, ça ne suffit pas que chacun fasse son petit travail. Mais c'est important de ne pas tout attendre du politique aussi, et de se dire que c'est aussi important de réfléchir. C'est pour ça que les questions sont intéressantes, parce que les gens s'intéressent. Bien sûr. Mais la responsabilisation vient des deux côtés, de toute façon. Et la responsabilisation, ça ne doit pas être culpabilisation. Voilà, exactement. Et notamment sur certaines catégories socio-professionnelles, les agriculteurs. C'est vrai qu'ils utilisent des pesticides, mais pour moi, c'est plus des victimes. C'est les premières victimes plutôt que des pollueurs. C'est très compliqué. Et puis l'évolution de l'agriculture, notamment en France, est basée sur de plus en plus cette sensibilisation de la juste dose, et avec la logique on le voit bien avec les évolutions technologiques, d'apporter exactement la dose de produits adaptés là où la terre en a besoin, où la plante en a besoin. Même si l'idéal c'est de faire du bio, mais je ne suis pas sûr qu'on nourrirait, qu'on pourrait nourrir de façon suffisante. Alors ça, c'est des débats qui sont en sort du débat. Mais oui, c'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Les agriculteurs sont très sensibilisés à ça, ne serait-ce parce que ce sont les premières victimes de ça. C'est les premières victimes, et c'est sûr qu'on les a entraînés dans un modèle. Ils ont eu un modèle, et les nouvelles générations ont bien remettre en cause ce modèle. Il faut les aider à sortir du modèle, en fait. C'est surtout ça. Ils sont certainement très sensibles au bien-être de la société, parce que ils vivent très mal, pour nombre d'entre eux, le fait d'être montrés comme coupables, alors qu'ils ont une vie très difficile, des horaires très difficiles, des salaires de misère, et qui nourrissent la population avec des produits de bonne qualité. Et en plus, on les culpabilise parce qu'ils ont utilisé des produits qu'on leur avait recommandé d'utiliser. Donc, on est dans une vraie évolution. L'idée, c'est de les soutenir pour changer les pratiques. La société a intérêt à les soutenir, pour les accompagner et reconnaître la qualité du travail qu'ils font. Bien sûr. Complètement. On est d'accord.
toujours. Laura, une autre question? Oui, alors on a une personne qui se demande, existe-t-il des plantes dépolluantes pour lutter contre les perturbateurs, notamment aérosols? Aérosol. Ah oui, dans le cadre d'une utilisation domestique. Ouais. Oui, je pense que c'est ça. Alors, moi, j'ai un élément de réponse, mais qui va pas. Je ne pense pas qu'il existe de plantes dépolluantes. On sait qu'il y a des plantes qui vont enrichir les sols, par exemple les légumineuses, qui vont permettre d'enrichir les sols pour limiter la consommation de produits phytosanitaires. Pour ça, les agriculteurs sont bien au fait de ça, de faire des cultures alternées pour, à certains moments, enrichir leur sol et limiter ces produits. Après, la recherche végétale et l'utilisation de produits d'origine végétale peut être intéressante sur un aspect qui est qu'à partir du moment où la recherche fondamentale nous permettra d'identifier les conséquences de ces perturbateurs endocriniens et nous identifier des cibles biologiques, eh bien, on devra être amené à réfléchir sur comment est-ce qu'on prévient les conséquences à long terme. Et les conséquences à long terme, ça ne sera certainement pas en mangeant des médicaments à vie pendant des dizaines d'années pour éviter éventuellement un risque. Ça sera plutôt à ce moment-là peut-être en utilisant des molécules naturelles ayant des effets biologiques avérés sur les cibles identifiées par la recherche fondamentale et qui permettront, si on mange ces molécules naturelles régulièrement, de prévenir les effets délétères de ces perturbateurs endocriniens. Je le vois parce que nous, on fait des recherches sur les pesticides et les leucémies. On est en train de publier l'identification d'une cible, d'une enzyme qui est perturbée dans la moelle osseuse par les pesticides. Et l'idée maintenant de nos recherches, c'est de trouver des molécules naturelles et qui sont actives, bioactives, ciblant l'impact délétère de ces pesticides avec, pourquoi pas, à terme, on peut rêver, l'idée de recommandations alimentaires pour la prévention. Parce que, comme on le disait, il ne faut pas oublier que ces produits sont là malheureusement, et ils sont là pour longtemps. Et qu'on ne pourra pas dépolluer le sol de tous les produits et de tout ce qu'il y a dans l'environnement. Ça mettra du temps. Donc à partir du moment où on ne peut pas dépolluer, essayons peut-être de renforcer les recherches pour identifier des traitements, entre guillemets, bio, préventifs, par la nutrition, par la nutrition des effets à long terme de ces produits. Oui, ça commence à arriver. Il y a une étude qui a été publiée en Chine, même si c'est un pays à bas coût, il y a de la recherche. J'avais pas dit. Ils sont forts en médecine préventive. Ils sont forts en médecine préventive. Donc ils ont publié que les polysaccharides qu'on retrouve dans les baies de goji pouvaient contrecarrer les effets du bisphénol A notamment sur la production de spermatozoïdes. Complètement. Donc voilà, c'est tout à fait ça, et c'est en train ça se développe. Donc il y a des solutions. Il y a de plus en plus des moyens de contrecarrer, de se prévenir, notamment par la nutrition, et c'est vrai que c'est un biais, c'est un levier essentiel. On parle de plus en plus aussi de tout ce qui est flore bactérienne intestinale et aussi, qui est lié finalement. Bien sûr. Le microbiote. Il faut renforcer. Tout est en lien au final. Laura, peut-être une autre question? Oui, alors justement concernant la nutrition, on a des personnes qui se demandent si le fait d'éplucher une pomme ou un légume permet de ne pas ingérer les pesticides ou est-ce que ça ne sert à rien au final? Si elle est bio, l'avantage c'est qu'on peut manger l'ensemble de la pomme. Et la peau est souvent un concentrateur des produits. Mais oui, c'est ça. Donc, la pomme, c'est typique. Parce que la peau de la pomme est très riche et très intéressante sur le plan santé, nutritionnel. Mais c'est aussi un concentrateur de produits, et donc il est recommandé. Il y avait des études qui avaient été faites. Il y avait combien sur le nombre de pesticides sur une seule pomme concentrée éplucher les légumes et les fruits est certainement une bonne idée quand ils ne sont pas certifiés bio. Quand ils ne sont pas bio. Aussi, il faut aussi peut-être aussi arrêter certaines pratiques, notamment quand on va au supermarché, où les fruits bio sont emballés dans du plastique. Ça, oui, c'est ça. Donc ça, c'est une aberration. C'est contre-productif. On ne voit pas du tout l'intérêt du bio, surtout si on les emballe dans du plastique. D'où l'intérêt du bio paysan, mais pas du bio industriel. Surtout que ce plastique, il doit être sûrement chauffé pour justement qu'il s'adapte bien à la pomme, donc c'est encore pire. Laura?
Alors, vous avez très rapidement parlé tout à l'heure du microbiote. Justement, il y a une personne qui demande si on a des connaissances sur le devenir des perturbateurs endocriniens face au métabolisme du microbiote intestinal. Est-ce que ça fait barrière? Donc c'est quelque chose qui est en plein développement. J'avoue que je suis pas très au fait de tout ça, mais c'est vrai que les perturbateurs endocriniens ont un impact sur le microbiote, ça c'est évident. Le microbiote, est-ce qu'il peut aussi, comment dire, casser les molécules perturbateurs endocriniens, bien que ce ne soit pas la fonction la principale du microbiote. C'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens ont un impact sur le microbiote. L'inverse, je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments là-dessus. On peut imaginer à moyen terme qu'on ait des études qui établissent que les perturbations du microbiote liées aux perturbateurs endocriniens pourraient avoir un impact sur la santé. Ça, c'est évident. Et ça va nécessiter quelques années de recherche encore pour être définitivement convaincu de la chose. En ce moment, c'est en plein développement. Peut-être une autre question? Oui, on a encore quelques questions. On a une personne, c'est une remarque suivie d'une question, qui indique que voilà, on assiste aujourd'hui à des disparitions d'espèces animales. Quelle serait la part des perturbations endocriniens dans ces disparitions ou dans les mutations de certaines espèces animales? Ça, c'est très difficile à évaluer. On sait, on en parlait, Olivier parlait du problème du pauvre pêcheur qui se plaignait d'avoir un sexe ratio déséquilibré sur les poissons. Donc ça, c'est vrai. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui a été documenté. On s'aperçoit de plus en plus que, notamment chez les poissons mâles, lorsque l'on regarde dans les gonades de poissons mâles, normalement, il ne devrait y avoir que des spermatozoïdes. Mais ceux qui sont exposés ont des spermatozoïdes et des ovocytes. Donc c'est-à-dire ils ont les gamètes des deux sexes. Donc forcément, c'est une population ce sont des individus qui vont se reproduire moins facilement. Et à terme, des individus qui se reproduisent moins impactent la population et va aboutir à l'extinction de la population. Donc ça, c'est pour la faune aquatique, mais aussi les animaux qui se nourrissent de la faune aquatique. Les oiseaux aussi sont fortement impactés, notamment par les pesticides qui sont épandus, par les graines aussi qui sont enrobées de pesticides. Quand les graines sont semées, des fois les oiseaux qui viennent les manger, hein, souvent. Donc ils sont fortement impactés. La concentration au niveau des espèces animales, voilà, plus on va être en haut de la chaîne alimentaire, plus il y aura une concentration justement des produits pour les prédateurs et donc disparition potentielle. On parlait du fipronil tout à l'heure, c'est-à-dire les petites pipettes que l'on met sur son chien ou sur son chat à base du cou en antiparasitaire. Il y a une étude en Hollande qui a montré que ça a impacté une espèce de mésange. Alors pourquoi? Parce que les mésanges, pour faire leur nid, ils viennent piquer du poil de chiens et de chats. Et donc, les animaux qui sont traités avec ce fipronil, qui est un antiparasite, qui est un perturbateur endocrinien, c'est pour ça qu'on vous dit, si vous lisez la notice, on en parlait tout à l'heure. Il ne faut pas caresser son animal. Il ne faut pas caresser, et surtout pas les enfants. Il ne faut surtout pas laisser les enfants caresser les animaux qui viennent d'être traités, parce que c'est assez puissant comme molécule. Et ces mésanges qui prennent le poil pour faire leur nid, évidemment, les oisillons se développent là-dedans et ça entraîne une forte mortalité des oisillons. Et donc, du coup, on voit un déclin des populations de cette espèce de mésange parce que, justement, on traite nos animaux avec des antiparasitaires vétérinaires. Donc, ça a un vrai impact sur la faune sauvage à tous les étages. Hein. Et forcément, qui dit impact sur la faune, dit impact sur la biodiversité. Et impact sur la santé humaine. On sait que tout est relié. On parle de One Health, donc une seule santé. Hein. Donc là, on est dedans. Là. Il faut peut-être signifier que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de l'industrie, mais que finalement, c'est des problématiques qu'on ne retrouve pas que dans les pays industrialisés. Non. Le problème des perturbateurs endocriniens, ça touche tout le globe, y compris les populations inuites. Donc au nord du Canada, on pourrait croire qu'ils seraient privilégiés, mais non. Non. Les ours sont contaminés. Dans la graisse des ours, on trouve beaucoup de perturbateurs endocriniens. Et les Inuits qui se nourrissent de ces ours sont exposés. Pourquoi?
Parce que vous avez des sauts de ces perturbateurs endocriniens qui se retrouvent dans l'atmosphère avec l'évaporation. Ça monte dans l'air, ça forme des nuages, et avec les précipitations, ça retombe. Et ça fait des sauts comme ça, d'une distance assez grande. Ce qui fait que même dans des territoires où il n'y a aucune industrie chimique, eh bien on se retrouve, elle est fortement polluée avec des perturbateurs endocriniens. Je m'adresse à Laura, peut-être encore quelques questions. Alors, merci déjà pour toutes les réponses bien complètes que vous nous apportez. On a une question sur le lien entre donc les perturbateurs endocriniens et le traitement d'hormonothérapie post-cancer du sein. C'est assez spécifique, mais comme vous avez parlé des cancers un petit peu tout à l'heure. Pour Monsieur Hérault, du coup. Alors, ce n'est pas de mon domaine d'expertise et je renverrai la personne qui a posé la question à son gynécologue. Voilà. Mais c'est une vraie question. C'est une bonne question. C'est parce ouais. que c'est une bonne question que je ne veux pas apporter de mauvaise réponse. D'accord. Et donc, je renvoie sur son médecin. Et dans le cadre de la relation médecin-malade et de confiance qu'elle doit avoir, elle aura la réponse, je n'en doute pas. Alors, j'en profite parce qu'il nous reste encore une ou deux questions. On a une personne qui nous demande donc pourquoi le glyphosate est toujours autorisé, voilà, et pendant combien de temps encore. Alors ça, je sais peut-être pas la réponse, mais... Ça, c'est pas à l'échelle de la région, malheureusement. Pas à l'échelle de la région. Et donc on sait que le glyphosate... Alors après, il y a dans le monde scientifique, il y a un peu, pas une bataille, mais il faut bien comprendre le glyphosate et la formule commerciale, par exemple le Roundup. Donc ce qui est toxique, c'est le Roundup, d'un point de vue perturbation endocrinienne. Le glyphosate, il a été montré plusieurs fois que c'est pas une molécule qui est particulièrement toxique. Pourquoi? Parce qu'elle ne rentre pas dans les cellules avec beaucoup de difficultés. Par contre, la formule commerciale avec des adjuvants qui permet justement de rentrer dans les cellules, là ça devient toxique. Et puis, vous avez aussi, il ne faut pas se le cacher, le lobbying des boîtes des chimistes qui vendent ces produits. Il est réel. La personne en France qui œuvre beaucoup sur ça, qui donne beaucoup d'informations sur le glyphosate d'un point de vue scientifique, c'est M. Serralini, qui travaille à Caen. Et je l'ai fait venir, il y a 3 ans, je l'ai fait venir pour donner un cours justement à nos masters. Il est assez controversé, et il m'a expliqué qu'il avait des périodes de sa vie qui étaient assez compliquées, parce qu'il était véritablement harcelé par notamment Monsanto, Bayer, qui vendent ces produits. Donc c'est assez compliqué. Là, après, c'est de la relation, c'est du lobbying, c'est la relation industrielle et politique même. Et c'est vrai que c'est compliqué. La vie des lanceurs d'alerte n'est pas de tout repos. Aussi, ouais. Et c'est vrai que je pense que quand on est politique, c'est compliqué. Il y a aussi les industriels qui sont dans le territoire, qui sont là, même si ils génèrent ils génèrent de la pollution au sens large. Et comment on prévient ça? Pour en avoir discuté avec de nombreux agriculteurs, les doses qu'on utilise actuellement, maintenant, sont beaucoup plus faibles que celles qu'on utilisait il y a 20 ans. Donc les agriculteurs ont bien évolué vers la réduction des doses. Et on peut assez aisément imaginer que le délai qui a été décidé est en lien avec pour permettre aux agriculteurs de passer à autre chose et de s'adapter. Mais il faut vraiment bien prendre en compte cette notion de diminution considérable de l'utilisation des doses et des efforts qu'ont fait le monde agricole déjà sur les dernières années pour l'utiliser le moins possible. Mais ça, le problème, les interdictions, c'est pas de l'ordre de nous, scientifiques, c'est pas de notre ressort. Nous, les scientifiques, c'est de produire des connaissances et de les publier. Voilà. Après, c'est politique. Et il faut aussi s'interroger sur...
on connaît ou on envisage bien les risques liés à un produit, mais quelle va être la solution alternative? Et est-ce que la solution alternative ne risque pas d'être plus dangereuse que le produit qu'on aura arrêté? Oui, ce que je disais, c'est que le but, c'est pas de remplacer une molécule par une autre, c'est de changer le fonctionnement. La précipitation n'est certainement pas obligatoirement une bonne idée, et que la réflexion qui précède l'action est toujours une bonne idée. Après, concernant la baisse des doses, c'est là où franchement, je ne sais pas trop comment le prendre. La vente des quantités est toujours la même. Donc à un moment, il faut quand même se poser la question, comment se fait-il que les ventes soient toujours les mêmes si on baisse? Est-ce que c'est qu'on fait sur des plus grandes surfaces? Moi, je pose la question. Ce n'est pas mon domaine précis, donc je ne donnerai pas d'affirmation. Je rapportais des discussions que j'avais eues avec plusieurs agriculteurs. Après, peut-être que certains, c'est pas valeur de certains font beaucoup d'efforts. Au niveau national, tu as quand même les ventes sont publiées. Que certains fassent beaucoup d'efforts, ça, j'en ai aucun doute. Après, sur l'ensemble, les quantités sont toujours là. Peut-être une dernière question, Laura? Alors, on a une dernière question donc, qui va un petit peu au-delà de la région, pour le coup, puisque la personne qui pose la question vient de la Réunion, mais bon, je pense que ça peut être adapté à différents autres sujets, où la personne explique qu'ils sont touchés par une épidémie donc, de dengue, dont le vecteur est le moustique, et que du coup, ils utilisent différents diffuseurs et anti-moustiques qu'ils appliquent sur leur peau. Et donc la question est la suivante. Je suppose qu'il y a des perturbateurs endocriniens dans ces produits. Et si oui, comment chacun peut-il se rendre compte de la balance bénéfices et risques dans des cas comme celui-là où c'est censé être protecteur initialement? Mais on ne peut pas être très rassurant pour la personne qui pose la question, parce que le fait d'utiliser des produits insecticides sur la peau sur des longues périodes ne peut pas être considéré comme quelque chose de très sain. Ça me fait penser à une étude qui avait été publiée il y a quelques années par une équipe INSERM sur l'utilisation des produits anti-poux. Et qui avait quand même rapporté une augmentation du risque de leucémie aiguë lymphoblastique chez les enfants, qui, en lien avec l'excès d'utilisation, enfin l'excès, peut-être la juste utilisation, mais l'utilisation fréquente des produits anti-poux. Donc, oui, alors je ne dis pas qu'il y a un lien évident entre les produits anti-poux et ces produits anti-dengue, mais on peut raisonnablement suspecter que ce ne soit pas très bon pour la santé à long terme. Après, il y a aussi peut-être des produits... Les meilleures protections pour les moustiques qui ne va pas induire de risque pour la santé, c'est les moustiquaires. Mais est-ce que c'est applicable à l'échelle de la Réunion? Je ne sais pas. Après, est-ce qu'il y a des produits naturels, des plantes qui sont aussi... Alors peut-être, voilà, des plantes répulsives peuvent être peut-être intéressantes, mais la personne doit avoir tous les éléments de réponse concernant ça. Des remèdes de grand-mère. Voilà. C'est ça. Revenir. Écoutez, merci beaucoup pour la richesse de tous ces échanges. Et nous allons maintenant conclure. Moi, j'ai une question. J'ai une question justement pour toi, Audrey. Oui. Parce que tu fais partie d'une génération jeune. Et je veux savoir, de ton point de vue, est-ce que ta génération se sent concernée par le problème des perturbateurs endocriniens? Est-ce qu'elle est sensibilisée? Est-ce que tu la sens volontaire pour être actrice, justement, pour essayer pas de combattre ce problème, mais pour au moins être un acteur, un citoyen et essayer de faire changer les choses? Alors moi, je pense que j'ai un jugement un peu biaisé de par mon parcours et du coup mon futur métier qui est dans la prévention et la promotion de la santé. Donc moi, je suis évidemment... très sensibilisée et à l'écoute sur ces thématiques. Mais j'ai aussi la conviction que l'essor des réseaux sociaux, avec tout le mauvais que ça peut engendrer, donne aussi un accès à l'information qui est amplifié et aussi beaucoup sur ces thématiques qui, aujourd'hui, la santé nous concerne tous. Et aussi, comme on avait évoqué tout à l'heure, l'essor d'applications. Donc je ne vais pas les citer, mais pour la nourriture, pour les cosmétiques, c'est vraiment des outils qui
qui en fait sont très pratiques et on n'a pas besoin de lire énormément de choses. On prend son smartphone et quand on fait ses courses, c'est vraiment des choses qui sont facilement applicables et par tous. Et c'est des outils décisionnels qui sont vraiment très très riches. Donc il n'y avait peut-être pas il y a quelques années. Donc, déjà ça peut apporter des éléments de réponse. Le fait qu'on en parle plus, que ce soit dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux et par des interlocuteurs qui parlent aux jeunes, je pense vraiment que c'est quelque chose qui, pour ma génération, en tout cas, est très entendu. Et voilà. Il faut trouver des bons interlocuteurs jeunes. Oui, mais vous parliez des réseaux sociaux, on peut aussi avoir accès à une information de qualité sur beaucoup de sites institutionnels. Hein, oui, bien sûr. L'INCA, l'ANSES, la région aussi, est le meilleur exemple, l'INSERM, etc. Et donc, avant de paniquer sur la calomnie qu'on peut imaginer dans les réseaux sociaux, on peut certainement renvoyer vers des sources fiables. Oui. Il faut aussi faire très attention après, il y a des vecteurs pour les jeunes. Et entre autres, il y a un vecteur qui est intéressant, qui est l'association Génération Cobaye, donc une association de jeunes qui travaille sur cette thématique des perturbateurs endocriniens. Et eux ont beaucoup d'informations qui sont en lien avec le quotidien des jeunes. Mais maintenant, pour, c'est vrai, révoquer les réseaux sociaux, par exemple, le réseau Environnement Santé est sur les réseaux sociaux. Donc, tout à fait. C'est vrai que il y a des sources fiables. Il faut se renseigner. Il ne faut pas croire, évidemment, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on nous dit, mais trouver des choses fiables qui sont accessibles sur tout type de support. Et je pense que ça se démocratise beaucoup. Voilà. Donc, je vous propose de passer à la conclusion de ces rencontres mutuelles et je cède la parole à Madame Gabory, présidente de la section MGEN d'Indre-et-Loire. Merci Audrey. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous les trois et Audrey d'avoir joué à cet exercice inhabituel. Ce thème des perturbateurs endocriniens, nous, à la MGEN, nous était cher. Donc, comme vous l'avez dit, ça fait maintenant 3 ans qu'on fait partie du COPIL de la région Centre. On y a appris plein de choses passionnantes et on voulait ce soir partager avec nos adhérents, avec les étudiants, ces informations qui nous semblent essentielles pour la suite. Donc, merci à vous d'avoir témoigné, d'être venu ce soir. On est aussi engagé au niveau national, puisque comme Mathias le rappelait tout à l'heure, la prévention, c'est quelque chose de très important. À la MGEN, on a un objectif triennal, un plan triennal qui prévoit de toucher 1 million d'adhérents sur les 3 ans qui viennent sur un sujet de prévention. Donc celui-ci en fait partie. Et au niveau national aussi, on a une cohorte de femmes, de 100 000 femmes, que vous connaissez peut-être, qui est suivie depuis plus de 30 ans sur justement l'impact de l'environnement et sur la santé des femmes. Et cette cohorte a servi notamment à une étude du centre Louis Bérard de Lyon, que vous connaissez peut-être, qui est en train d'étudier l'impact de 8 polluants sur la santé, et notamment 4 perturbateurs endocriniens. Et ils ont publié, il y a à peine un mois, le premier résultat de leur recherche qui démontrerait qu'il y aurait un surrisque pour les femmes en période de préménopause de développer un cancer du sein si elles étaient exposées à un perturbateur qui s'appelle le BPE, je crois. C'est celui qui est formé par la combustion incomplète de certains organismes quand on brûle du bois dans le jardin, voilà, c'est ça. Quand la fumée de cigarette, les gaz d'échappement, et donc un surrisque pour les femmes en période de préménopause. Donc on parlait de la puberté, de la conception, mais en fait tout le monde est quand même concerné par ce sujet malheureusement. Donc on espère que ces rencontres mutuelles à distance, qui sont une première pour nous, et en plus régionale, puisque d'habitude chaque section départementale fait sa réunion. Là, du fait des conditions sanitaires, on a été un petit peu obligé de changer nos habitudes. Mais on a été très rapidement content de pouvoir faire quelque chose finalement de régional. Et ce sujet des perturbateurs endocriniens, c'est vraiment un sujet qui est tout de suite venu qui a accordé l'attention de tout le monde. Et on est très heureux d'avoir pu participer à cette prévention envers nos adhérents et nos jeunes.
N'hésitez pas à nous faire des retours en section départementale, à nous faire des suggestions pour les prochaines rencontres mutuelles. Et puis, n'hésitez pas également à aller sur le site internet MGN de votre section, en tapant sur votre moteur de recherche site MGN, par exemple pour nous c'est 037. Et là, vous pourrez avoir toutes les informations et toutes les actions qu'on propose, notamment de prévention, puisque ce n'est pas une fois dans l'année, mais plusieurs fois dans l'année. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Je vous remercie encore tous, Monsieur Hérault, Madame Thériverbe, Monsieur Vaudin qui a été avec l'instigateur de cette réunion, et puis toi, Audrey, pour cette animation qui était une vraie réussite. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette table ronde et à l'année prochaine pour un nouveau rendez-vous mutualiste.